Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Juganon, on est sur Warforge. On vient de passer de la saison du mois de novembre 2025 à la saison du mois de décembre 2025. On a eu un beta report et un balance patch. Tout ça est arrivé très rapidement sur le jeu en juste quelques jours. Donc bravo aux développeurs pour avoir été efficaces cette fois-ci. Et donc, comme à mon habitude, je vais vous faire une petite vidéo dans laquelle on va explorer tout ça ensemble. On commence par le Meta Report qui est juste là. On va regarder un petit peu, on va pas trop s'attarder dessus. Et on regardera ensuite, évidemment, le Balance Patch. Je vous montrerai les nouvelles cartes, comment elles sont, et on va discuter un petit peu de ce que ça implique. Mais on va commencer avec le Meta Report du coup. Alors qu'est-ce qu'on a? On va regarder assez rapidement. Donc on a le mode escarmouche dans un premier temps, les factions dans l'ensemble du jeu. Donc on peut voir ici que, eh bien, ce sont les Space Wolves qui ont dominé, d'accord, avec un win rate de 56%. Ils vont être au-dessus des autres factions. Alors non, parce qu'en fait, on a les Adeptas Sororitas qui sont un petit peu au-dessus, qui ont extrêmement bien performé lors de cette saison. Alors c'est normal, avec les buffs qu'elles ont reçus. Les Sisters, la dernière fois, elles sont devenues extrêmement fortes, donc c'est pas surprenant. Ok, voilà, on a d'autres factions qui sont légèrement au-dessus de 50%, mais c'est pas fou. Les Sotek qui sont assez bien avec Imhotep en particulier contre les Space Wolves, donc ça se comprend. Et après, on a des factions qui vont être moins bonnes forcément. Et celles qui ont les moins bien performées, on va voir, on a les Ultramarines à 41%. Les Simon presque à 44, 40% pour les Tau. Ah oui, donc c'est eux qui sont les plus bas du coup, l'Empire Tau, et on a les Emperor's Children aussi. Alors quand on regarde ça, on comprend les changements qui ont lieu et qu'on va voir juste après dans le Balance Patch, d'accord. Donc voilà, on a les Space Wolves, les Sisters qui sont au top, et les Emperor's Children et les Tau qui sont en bas du classement. Je pense que c'est à peu près la même chose pour la division légendaire. Alors non, c'est assez différent en réalité, vous allez voir ça les amis. Moi je suis assez surpris de ce qu'on voit là. Alors les Sisters ont dominé, donc ça c'est pas surprenant, d'accord. Les Sotek sont pas super loin, mais c'est quand même les Sisters qui ont clairement dominé la saison, donc c'est pas non plus extrêmement surprenant étant donné que les Sotek sont très forts aussi contre la faction qui a été le plus jouée et qui a très bien performé en début de saison. Il s'agit des Space Wolves évidemment, sauf que les Space Wolves, on peut voir ici qu'ils sont seulement à 47% en mode escarmouche en division légendaire. Moi je suis très surpris parce que ils sont super forts les Space Wolves, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Ils ont été très populaires aussi, mais apparemment ils ont été suffisamment bien contrés en division légendaire pour se retrouver assez bas dans le classement. C'est très étonnant, mais bon. Voilà les amis, voilà ce qu'on observe. Les Space Wolves ont dominé le jeu de manière générale, je pense. En tout cas, ils ont dominé en termes de pick rate, mais en division légendaire, en mode escarmouche, il semblerait qu'ils aient quand même assez souffert. Ok, ok. Et pour les factions qui sont les plus bas, eh bien on va retrouver les Emperor's Children ici, ainsi que l'Empire Tau à 34%. On a les Dark Angels qui sont pas très loin à 36%, les Dark Angels ils sont pas au top, malheureusement. Ça fait un petit moment que ça dure ça d'ailleurs. Ce serait bien qu'ils reçoivent des buffs à un moment donné, mais malheureusement les développeurs continuent de les ignorer, c'est vraiment dommage. Donc voilà pour le mode escarmouche les amis, on a donc les Space Wolves entre guillemets qui sont là mais qui sont pas forcément toujours là non plus, ok. On a les Sisters qui sont extrêmement forts, donc là il y a quelque chose à faire évidemment, et on a les Sotek aussi qui sont extrêmement forts, et en bas donc les Tau et les Emperor's Children, ok. On va retrouver ces datas j'imagine au niveau des Warlords ici, donc Imhotep au top du top, normal, c'est celui-là c'est ce Warlord qui est le plus fort dans la faction et qui arrive à contrer les autres factions, donc c'est normal de le voir ici. On a les Sisters aussi avec Morvenval qui a dominé la méta dans l'ensemble du jeu en escarmouche. On a Erika qui doit pas être loin, elle est quand même pas mal en dessous ici, d'accord. Et vous voyez, on a quand même les Emperor's Children, alors après ils ont bien performé dans l'ensemble du jeu, donc voilà, c'est pas surprenant de les retrouver ici. On a Ghazghkull, je suis un peu étonné, j'ai pas joué Ghazghkull moi personnellement, mais il a l'air de très bien s'en sortir également. Et voilà, ensuite on a quoi? On a les mêmes factions qui reviennent, on a les Zelda qui sont juste ici aussi, donc ok. Un petit peu d'Astra Militarum, voilà. Ok les amis, qu'est-ce que ça donne en division légendaire? On a Erika qui est au top du top, suivi de très près par Morvenval. Donc là on a vraiment les Sisters qui sont vraiment au top du top du top. Imhotep juste derrière, ok, on n'est pas surpris. Ghazghkull, on retrouve Ghazghkull, ok, c'est étonnant. Mais ok, il faut croire que c'est un Warlord qui marche bien, qui a bien marché en tout cas dans la méta du mois de novembre.
On a Junis qui est juste derrière, donc encore une sister. Donc là, c'est vraiment quasiment toutes les sisters sont au top du top. Les orques avec Rukfest Ripa encore derrière. Étonnant, Tervigon. Tervigon, il est très fort, donc là, je suis pas surpris. Orican, ok, pourquoi pas. Calgar, et on a Logan qui arrive assez bas dans le classement. C'est le premier Warlord de sa faction ici. Et on a, je pense, du coup, Nial qui est encore en dessous. Ah ouais, ils ont vraiment souffert, les Space Wolves en division légendaire. C'est très étonnant, mais ok. Ok, voilà les données, voilà ce que sont les données en tout cas. Et si on va en bas du classement, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a un peu les taux ici. Titus, bah ouais, c'est dommage, mais Titus, il est pas très fort en escarmouche, hein, c'est comme ça. Ok, Azrael, et oui, Azrael, hein, il souffre pas mal également. Ok, les amis, on n'a pas Asmodai, hein, non, c'est Azrael qui est là, ouais, ok, ouais. Bon, voilà, ouais, les Dark Angels, comme je disais, ils prennent cher depuis un petit moment, mais il n'y a aucun changement à leur niveau, c'est vraiment dommage. Moi, je les aime bien, les Dark Angels. J'aime bien jouer Azrael en mode escarmouche en particulier. Et j'avais fait un deck guide d'ailleurs sur ce Warlord-là. Et ça marche plutôt pas mal, mais c'est pas non plus le meilleur deck de la méta, évidemment. C'est vraiment dommage de voir qu'ils souffrent pas mal et qu'ils sont pas aidés. Il faut leur donner un peu d'amour aux Dark Angels. J'espère que ça va arriver prochainement. Ok les amis, Classic Mode, donc le vrai mode de jeu, c'est celui-là qui va plus nous intéresser. Et là, alors là par contre les choses sont assez claires les amis, on a les Space Wolves qui ont dominé en termes de pick rate et en termes de win rate, et on a toutes les autres factions qui sont en dessous des 50%, c'est vachement impressionnant tout ça. Les Space Wolves ont complètement dominé toutes les autres factions les amis en mode classique, et c'est exactement la même chose en division légendaire. Les Space Wolves qui sont à plus de 60%, qui sont même à plus de 25, même 27% de pick rate, et toutes les autres factions en win rate qui sont en dessous de 50%. C'est vraiment ouf comme data, je trouve. On a les Dark Angels qui sont tout en bas du classement, il me semble, suivi de près par la Black Legion. On a les taux qui sont pas beaucoup plus hauts non plus. Voilà, mais on voit clairement ici que ce sont les Dark Angels qui sont au plus bas. Et encore une fois, ça fait chier que les Dark Angels ne soient pas aidés, parce qu'il n'y a aucun changement dans cette faction dans le Balance Patch, alors qu'on voit clairement qu'ils sont les moins bons ici, d'accord? Mais en réalité, voilà, tout ça, ça témoigne d'un souci qui fait beaucoup de bruit sur la communauté Discord du jeu. C'est que en fait, les changements qu'il y a eu là, on va le voir un peu plus tard, mais sont plus orientés pour le mode escarmouche que pour le mode classique en fait. Parce que quand on regarde les datas, c'est clairement les datas du mode escarmouche qui ont été prises en compte et non pas les datas du mode classique pour faire les changements qui ont été faits dans le balance patch. Et on le voit bien ici en particulier puisque les Dark Angels sont au plus bas, suivis de près par les orques, par la Black Legion. Ces factions-là n'ont absolument reçu aucun buff, absolument rien du tout dans le balance patch. Non, c'est l'Empire Tau qui est pas très fort ici, mais qui a surtout moins bien performé en mode escarmouche, ainsi que les Emperor's Children qui ont reçu des buffs. D'accord? Les Sisters qui se sont très bien débrouillés en mode escarmouche ont reçu des nerfs, alors que en mode classique, alors non, en vrai en mode classique elles sont aussi très fortes les Sisters, mais elles ont clairement dominé le jeu en mode escarmouche, d'où les changements qui ont été faits, vous voyez. Pareil pour les Necrons, alors que les Necrons, bon voilà, ils sont pas trop mal, mais ils ont pas non plus dominé le mode classique, et pourtant ils ont quand même reçu des nerfs parce qu'ils sont dominés dans le mode escarmouche, voilà, etc. Donc c'est vraiment dommage que ça se passe comme ça. Il faudrait qu'il y ait soit des changements différenciés pour les deux modes de jeu, ou alors des changements qui soient qui prennent vraiment en compte les deux modes de jeu. C'est pas le cas à l'heure actuelle, et c'est vraiment dommage, et c'est potentiellement un problème pour le mode classique qui va arriver. Ok, donc les Warlords, rapidement, on a donc les Space Wolves qui sont au top du top, on l'a vu. On a Lucius qui est juste derrière, donc Lucius il a quand même bien marché, il faut croire. Swarmlord, ça c'est pas étonnant, Primus Safa non plus, Ursula, voilà, tout ça c'est d'excellents commandants, donc il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Voilà, on va regarder un petit peu en division légendaire, parce que là, moi je trouve qu'il y a quelque chose de très étonnant ici. On a les Space Wolves qui sont devant, donc ça n'a pas de surprise, et on a juste derrière Lycis, et là j'ai pas compris les amis quand j'ai vu ça, parce que j'ai joué Lycis moi cette saison, et ça a été catastrophique. Les Eldar de manière générale, ça a été catastrophique pour moi.
L'Ikis, elle se fait contrer tellement facilement par les Space Wolves, je ne comprends pas comment c'est possible qu'elle ait eu un aussi bon win rate en division légendaire en mode classique. Parce que l'Ikis, elle joue la mécanique du stealth, elle joue des unités en stealth, enfin, c'est comme ça que moi je la joue en tout cas, et en fait ça marche pas du tout contre les Space Wolves, parce que les Space Wolves, ils ont toutes leurs cartes se peuvent faire de l'anti-stealth. Ils ont des AOE, ils ont des dégâts aléatoires, des hard removal aléatoires, etc. Enfin, ok, je sais pas. Moi, ça n'a pas marché du tout pour moi. Peut-être que je suis trop nul, ou alors peut-être que je joue pas les keys de la bonne manière, mais je suis vraiment surpris par cette valeur-là. Ensuite, on a Swarmland, Primus Sapphire, celui-là, donc aucun problème. Même Lucius, il est pas trop mal. Mozrock et Titus, alors ça aussi, c'est un peu surprenant parce que pour moi, ces deux commandants-là, ils marchent extrêmement bien contre les Space Wolves. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de succès avec ces deux commandants-là contre les Space Wolves. Donc, je suis étonné qu'ils soient pas plus haut que ça dans le classement. Peut-être que je suis le seul à les jouer. Peut-être que je suis le seul à les jouer de cette manière-là. Mais en tout cas, ce sont des commandants qui, j'en suis sûr. Enfin, je veux dire, voilà, pour moi, ça a très bien marché. Donc, vraiment étonné de ce résultat-là. Ok les amis, bah voilà, on a fait le tour du Meta Report, je pense qu'on a vu les données intéressantes, on va pouvoir passer au Balance Patch, ok, et donc ça se passe juste ici les amis, sauf qu'en fait, on va passer sur le jeu pour que je puisse vous montrer en fait les changements qui ont été faits, ça sera plus simple comme ça. Juste pour faire un petit bilan, un petit résumé comme ça, on a les Emperor's Children dont les cartes qui étaient bannes en mode skirmish ne le sont plus maintenant, d'accord? Donc voilà, donc ça c'est clairement un changement uniquement destiné au mode skirmish, mais ça se comprend pour cette faction-là parce que elle a été très en dessous en mode escarmouche alors qu'elle s'est bien débrouillée, enfin pas trop mal en mode classique, donc ok. Ça c'est des changements du type que l'on veut voir en fait, hein, voilà. Il y a un souci en mode skirmish, donc on adapte, mais on touche pas au mode classique. C'est très bien. Tous les buffs qui ont été faits sur l'Empire Tau, il y a plein de changements ici, on va regarder ça en détail. Ce sont des changements qui s'adressent davantage au mode escarmouche, parce que c'est dans ce mode de jeu-là que l'Empire Tau a été vraiment très peu performante, ok. Pareil pour les Space Wolves, alors non, les Space Wolves, non, les Space Wolves ils ont dominé dans l'ensemble du jeu, pas vraiment en mode escarmouche en division légendaire, mais c'est vraiment étonnant parce que les Space Wolves ils sont vraiment très forts, hein. Il faut pas penser qu'ils sont pas bons en mode escarmouche et tout, non, ils sont très forts de manière générale, c'est toujours comme ça quand il y a une nouvelle faction qui arrive dans le jeu, elle est overpowered, les cartes sont super puissantes et tout, et elles sont nerfs tout de suite après, c'est un peu dommage en fait que ça se passe comme ça, mais ça se passe comme ça, donc on n'est pas surpris hein, finalement, et puis on les a vus dominer en mode classique, donc il fallait de toute façon faire quelque chose, c'était très important. Et après, des changements sur les Adeptas Sororitas et les Sotek, donc des nerfs qui s'adressent davantage au mode escarmouche, puisque comme on l'a vu, ce sont des factions qui ont dominé le mode escarmouche, et donc ces changements-là, ils ont affecté le mode escarmouche, ils ont été faits pour ça à la base, et ils risquent de poser problème dans le mode classique. C'est ça qui est embêtant les amis, c'est parce que voilà, ces changements-là, ok, mais en fait non, pas ok. Il y a certains changements qui sont intéressants, comme le premier ici sur Secret Rose, moi je suis tout à fait d'accord avec ce changement-là, mais Hallowed Martyr, par rapport au mode classique, non, moi je comprends pas ce changement-là, d'accord. Le changement sur Erika, c'est pareil, c'est un changement qui n'a pas lieu d'être à mon avis, et pareil pour les changements sur les Necrons. Donc bon voilà, on va regarder ça dans le détail les amis. On va afficher à nouveau le jeu comme ceci, ok. Et on va tout de suite aller voir les cartes. On va faire ça dans l'ordre. On va commencer avec les Emperor's Children du coup. Donc les Emperor's Children avaient deux cartes qui étaient ban en mode escarmouche. Il s'agit il est où? Infractor Obsessionniste, qui est une carte extrêmement forte, hein. Je veux dire, c'est normal qu'elle ait été ban à la base dans le mode escarmouche parce qu'elle est vraiment super balèze cette carte. Quand on est deuxième, on peut la jouer dès le tour 1 avec son effet de stimulation pour lui donner un shield, potentiellement de l'armure. Ça en fait une carte extrêmement difficile à gérer pour l'adversaire, ok. Donc elle n'est plus ban, on va pouvoir la jouer comme on veut en mode escarmouche à présent. Et on a cette carte légendaire qui est extrêmement forte aussi et qui a été ban et qui ne l'est plus à présent. Ce sont probablement les deux meilleures cartes de la faction, hein, ces deux-là, donc c'est pas surprenant qu'elles aient été ban.
Le mode escarmouche va redevenir accessible aux Emperor Children et ça c'est cool. On va voir est-ce qu'ils vont devenir trop forts ou pas. On va voir ce que ça donne, il faut tester. Ok les amis. Et on va passer au changement au niveau des taux, d'accord? Alors là c'est là où on va avoir pas mal de changements. On a la mécanique en fait des drones qui a été affectée en particulier les amis. Et on va regarder un petit peu tout ça. Donc on va commencer avec les drones de base, hein, tout simplement. Les drones de base, qu'est-ce que c'est? Ce sont les drones qui peuvent être invoqués par le talent de Omesos. Et en fait, chacun de ces drones, le Gun Drone, le Guardian Drone et le Marker Drone, ils ont tous reçu un point de range attack supplémentaire, d'accord? Ces cartes-là, elles étaient à 1 point de range attack au départ, d'accord, et elles sont passées à 2, ce qui veut dire qu'on va devoir prendre plus de dégâts quand on va les gérer, ces drones. Alors, pourquoi pas, moi j'ai peur que ça devienne un petit peu trop fort. Alors pour le drone gardien, ça change rien parce que lui, on peut l'attaquer en mêlée de toute façon, mais pour les gun drones et les marqueurs drones, ça va quand même être beaucoup plus compliqué de les gérer. On va prendre pas mal de dégâts en les attaquant. Et ça pourrait potentiellement poser problème et les rendre un petit peu trop forts, ces drones. D'autant plus qu'il y a d'autres changements qui accompagnent ces changements-là qui vont faire qu'à mon avis, les drones vont être extrêmement forts. En mode classique en particulier, en mode escarmouche, je ne sais pas si le fait de jouer des drones ça marche bien en mode escarmouche, peut-être, mais c'est surtout en mode classique moi que je vois les choses et ça va être chaud, ça va être galère parce qu'on attaque, on prend 2 dégâts, on va peut-être même pas la détruire d'un seul coup la carte. Les drones c'est assez facile quand on joue Omesos ou Anva d'en avoir plein en jeu en même temps, donc ça peut être compliqué. Donc voilà, ça commence avec ça les changements. Ensuite on a Omesos, le commandant qui joue avec les drones le mieux puisqu'il peut en créer avec son talent, qui a été changé également. Il a obtenu un shield, donc il va prendre en gros 2 dégâts de moins pendant la game, ok. Et il obtient aussi vol, flying, pendant notre tour. Un petit effet sympa qui correspond un petit peu à l'illustration parce qu'il est clairement en train de voler là, d'accord? Donc pourquoi pas, ça va lui permettre d'attaquer en mêlée les unités adverses avec flying, donc pourquoi pas. C'est pas un changement énormissime, mais c'est assez sympa quand même de lui donner une petite identité supplémentaire à ce gars-là, donc voilà, moi je trouve ça cool, j'ai rien de particulier à dire sur le changement de ce commandant en particulier, c'est surtout au niveau des drones que ça va potentiellement être problématique et ça va être le cas à cause de 2 cartes en particulier qui sont les 2 stratagèmes qui synergisent avec les drones. Donc on a Savior Protocols ici, la carte épique qui coûte 4 énergies et qui applique une réduction de 1 à tous nos drones pour le reste de la partie, d'accord? Cette carte-là, elle a reçu un effet supplémentaire, elle va déployer un drone aléatoire au moment où on va la jouer. Donc au départ, on la jouait, on était en tempo loss, d'accord? En perte de tempo, puisqu'on la jouait, il ne se passe rien, et on peut bénéficier de son effet seulement à partir du prochain tour. Sauf que là, sauf si on a des drones à jouer sur le moment, ok, mais la carte en soi, elle ne fait rien. Sauf que là, ça a changé, la carte va maintenant invoquer un drone, et n'importe quel drone, c'est un drone aléatoire, d'accord, ce qui signifie qu'en fait, on peut se retrouver avec un petit drone gardien, mais on peut aussi se retrouver potentiellement avec un stealth drone, ou alors avec une tourette, ou un sniper drone, vous voyez. Donc c'est une carte qui a un effet qui est certes aléatoire, donc on ne peut pas vraiment miser dessus pour obtenir ce que l'on souhaite, mais c'est une carte qui devient quand même beaucoup plus intéressante parce que elle donne son effet de réduction et en plus elle met une troupe en jeu, donc c'est une carte qui devient vraiment beaucoup plus simple à jouer, beaucoup plus confortable à jouer et qui va pouvoir être jouée beaucoup plus qu'auparavant. On a l'autre stratagème qui synergise avec les drones, le stratagème légendaire, cette fois-ci Experimental Drones. Cette carte-là, elle était déjà très très forte à la base et à mon avis, là, elle devient complètement broken, les amis. Donc, ce qui a changé ici, c'est tout simplement son coût qui était à 5 et qui est passé à 4. Cette carte-là, elle peut maintenant être jouée dès le premier tour en mode escarmouche. C'est probablement pour ça qu'elle a été changée de cette manière et c'est aussi pour ça que ces changements-là de manière générale s'adressent plus au mode escarmouche qu'au mode classique, ok. Et qu'est-ce qu'elle nous fait cette carte? Elle donne shield à tous les drones que l'on va mettre en jeu pendant le reste de la partie. Et ça, c'est super balèze les amis, c'est de la value à l'infini.
n'importe quelle quantité de drones qu'on va pouvoir jouer dans notre game vont recevoir un shield quand ils vont arriver en jeu. Ça veut dire qu'il va falloir les attaquer plusieurs fois pour les détruire. Cette carte-là, elle coûtait 5 énergies à la base, ce qui nécessitait de la jouer tout en perdant un petit peu l'avantage sur le board, parce que voilà, il fallait payer 5 énergies, c'est pas rien. Maintenant, elle coûte 4 énergies, donc elle coûte beaucoup moins cher. Enfin, elle coûte un peu moins cher, mais ça fait une grosse différence en réalité, parce qu'on peut la jouer un tour avant. Et donc, on peut moins se mettre en danger en la jouant. Et elle est tellement forte, cette carte-là, avec son effet, que, à mon avis, elle va devenir vraiment beaucoup trop puissante. Elle est suffisamment facile à jouer pour pouvoir la sortir à n'importe quel moment dans la game sans prendre de risque, et elle va nous générer une value à l'infini. Quand on joue cette carte avec Omesos en particulier, on va pouvoir générer à l'infini des drones gardiens avec shield, les amis, pour protéger notre commandant, pour protéger nos troupes, et ça va être juste insupportable en fait. Ça va être beaucoup trop fort à mon avis. Voilà, j'ai vraiment peur que les taux, en mode classique en particulier, deviennent extrêmement forts grâce à ces changements-là. L'archétype drone avec Omesos ou peut-être avec Aonva va devenir vraiment problématique à mon avis. J'espère me tromper, mais je pense que ça va faire mal. Que les drones, ça va faire très très mal, les amis. Ok, on va voir un petit peu les autres changements qui ont été faits. On a le Fire Warrior Marksman ici, qui a gagné un point d'attaque supplémentaire, il me semble. Alors non, je dis des bêtises, qui a gagné un point de vie supplémentaire. Alors ça ne change pas grand chose à cette carte, elle a de bonnes stats, ok, mais c'est une carte qui n'est pas très intéressante parce que elle fait rien quand elle arrive en jeu. Elle n'a pas d'effet de protection ou quoi que ce soit, donc elle va se faire attaquer, elle va se faire détruire tout de suite, ou alors elle va se faire enlever son long range, et donc, bah voilà, c'est pas une carte très intéressante, hein, voilà, donc petit changement. Ce genre de changement-là, ça ne pose pas de problème, hein. C'est une carte qui est pas très forte, qui va pas être beaucoup plus forte, donc voilà, hein, peut-être qu'elle sera jouée un petit peu davantage, mais c'est pas un très gros changement. On a le Battlesuit, le Stealth Battlesuit ensuite qui a été changé. Donc lui, il a gagné un point de vie supplémentaire également. Donc ça en fait une carte qui est vachement intéressante. Pour le coup, c'était déjà une carte intéressante au départ, mais qui était, c'est vrai, un petit peu faible en termes de stats. Et là maintenant, avec son point de vie supplémentaire, et ben, il tient davantage la route, cette carte-là. Et donc moi je pense que c'est un bon changement. C'est une carte intéressante qui peut être joué dans à peu près n'importe quel deck avec les tours. Alors peut-être pas dans un deck qui est ultra focus sur les drones, mais dans n'importe quel autre type de deck, cette carte-là, elle a tout à fait sa place. Elle a un stealth, elle a ses 5 points de vie, donc c'est cool. Elle peut invoquer des Crisis Battlesuit avec flank, c'est cool aussi. Donc voilà, une carte assez sympa, les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme changement? On a le Broadside Battlesuit qui a gagné un petit point d'attaque en mêlée, ok. Donc ça rend cette carte un petit peu plus solide, un petit peu plus galère à gérer parce qu'on va prendre plus de dégâts en l'attaquant. Donc voilà, ça rend la carte un peu plus solide, donc pourquoi pas. On a le Firesight Marksman qui a gagné un point de range attack, d'accord, donc qui a des stats un petit peu plus équilibrés par rapport à son coup, mais là encore une fois ça change pas grand chose, hein, un petit peu comme l'autre Marksman qu'on a vu. Cette carte là elle est intéressante surtout parce qu'elle donne Marker Light 3 à un ennemi quand elle arrive en jeu, et en plus parce qu'elle a son stealth, donc on peut la cacher et attaquer avec au prochain tour. Son effet passif il est sympa aussi, mais on s'en sert quand même beaucoup moins. Après, le fait de lui donner un point d'attaque supplémentaire, bah voilà, ça va la rendre un petit peu plus agressive, mais ça va pas changer non plus beaucoup de choses. Cette carte-là est un petit peu plus forte sans que ce soit problématique, et donc pourquoi pas. Skyray Gunship, alors ça c'est une carte qui n'est pas jouée et qui ne sera pas jouée davantage. Je crois qu'elle a gagné un point d'attaque supplémentaire en range. Non, oui, en range et en mêlée, ok. Bon, voilà, ça change pas grand chose, hein, ça reste une carte relativement inutile parce que quand elle arrive en jeu, il ne se passe rien. Donc elle peut être gérée directement par notre adversaire. Donc voilà, c'est une carte qui ne sera pas jouée davantage. Le Cold Star Battlesuit a gagné un point d'attaque en mêlée, ça le rend un petit peu plus solide. Ça change pas grand chose parce que de toute façon, comme il a flying, en général on peut pas trop l'attaquer en mêlée, mais ça le rend un tout petit peu plus dangereux quand même face aux unités avec flying du coup, donc pourquoi pas. Petit changement, ça rend la carte plus solide sans la rendre broken, donc c'est cool, vraiment pourquoi pas. Alors on a un changement intéressant les amis ensuite.
on a un changement au niveau d'une carte, une carte particulière, une carte qui était assez peu jouée au départ, qui était très très forte au tout début quand elle est sortie, qui a été nerf et qui est devenue du coup moins intéressante, et là elle va peut-être redevenir intéressante cette carte. Donc qu'est-ce que ça nous fait? Technological Supremacy pour 2 énergies, on donne plus 3 points de vie à une de nos unités, d'accord? Et ensuite, si c'est un véhicule ou un battlesuit, on lui donne long range. À la base, on soignait cette unité totalement au départ, puis seulement de 3 points de vie par la suite. Et maintenant, à la place de la soigner, si c'est un véhicule ou un battlesuit, on va lui donner long range. C'est une carte intéressante parce qu'on n'a pas trop d'options pour donner long range à nos troupes. On a une carte qui fait ça, c'est celle-ci, mais elle coûte un petit peu cher et elle n'est pas facile à jouer, d'accord. Mais là maintenant, on a une carte qui va coûter seulement 2 énergies et qui peut donner long range à nos battlesuits et à nos véhicules. C'est vachement intéressant, je trouve. Ça peut se combiner avec les battlesuits qui ont flank grâce à cette carte-là, par exemple. Ça peut se combiner avec les véhicules. Alors, les véhicules, ils n'ont pas flank, mais du coup, les véhicules, comme ils sont assez solides en général, on va pouvoir potentiellement les faire survivre et leur redonner, enfin, ou leur donner du coup long range au tour d'après, un truc du genre. Donc, ça peut être sympa. C'est une carte qui est intéressante et qui doit être testée pour voir si elle tient vraiment la route ou pas, mais c'est une carte que je trouve assez intéressante. Voilà les amis, donc on a vu que les drones ont reçu pas mal de buffs, Omesos également, quelques autres cartes par-ci par-là également. On a l'archétype des drones qui va probablement devenir extrêmement fort, en particulier en mode classique, et qui pourrait poser problème. On va voir ce que ça donne les amis, je vais tester les drones moi aussi de mon côté, et j'espère que ce sera pas trop broken, mais j'ai vraiment peur que ça le soit. Ok les amis, et on va donc passer au changement suivant. On va s'intéresser peut-être aux Sisters, hein, pourquoi pas? Non, on va s'intéresser d'abord aux Space Wolves, on va faire les choses dans l'ordre. Donc on va s'intéresser aux Space Wolves à présent, qui ont reçu toute une série de nerfs des amis. Alors on va commencer par quoi? On va commencer par la carte légendaire Rolf. Alors il est où? Il est là ce gars-là. Alors Rolf, en fait, ce qui a changé ici, c'est qu'au départ, en plus de faire une réduction de coût sur les bêtes qu'on a en main, eh bien, il donnait également pack aux bêtes qu'on a en jeu, ce qui nous permettait en fait, quand on joue Rolf, donc après avoir transformé tous les stratagèmes de notre main en Hunting Wolf et en Fenrisian Wolf, on pouvait jouer ces Wolves et remplir notre board de troupes surpuissantes, puisque ces troupes-là, elles avaient en fait pack à chaque fois grâce à Rolf, ok? Et du coup, comme on allait arriver à en jouer plein d'un seul coup, et ben ça nous faisait un board extrêmement fort. Lui aussi, il avait pack grâce à son effet. Il pouvait également donner pack à la carte de Logan Grimnar, hein, donc ça pouvait faire d'ailleurs des combos très puissants. Et du coup, bah, c'est fini. Cette carte-là n'a plus pack, elle ne donne plus pack aux autres beasts non plus. Donc c'est un nerf assez intéressant, moi je pense, parce que en fait le truc c'est que cette carte là elle a une identité particulière, c'est qu'elle va transformer les stratagèmes de notre main en ces cartes là qui vont nous servir à faire de la gestion et à gérer les troupes de l'adversaire. Il fallait pas changer ça, et du coup c'est bien que les développeurs ne l'aient pas changé. Ils ont un petit peu affaibli la carte en enlevant le pack que les troupes obtiennent, d'accord, mais du coup la carte garde son identité, et moi je trouve que c'est un nerf qui est intéressant. Cette carte là reste très forte à mon avis, ok, mais elle va pas être aussi broken qu'elle l'était avant, et donc moi je pense que c'est une bonne chose ce changement, et il va falloir que je teste ça pour me rendre compte vraiment de ce que ça fait. On a le Fenrisian Drop Pod, une des cartes broken de la faction qui a été changée. Ses stats sont toujours les mêmes, mais elle va déployer un Grey Hunter en moins grâce à son effet de férocité, d'accord, on en déploie 2 et on donne donc 2 Hunt Marks sur les troupes de l'adversaire plutôt que 3, d'accord. Cette carte-là reste très forte à mon avis parce qu'elle a des stats énormissimes et parce qu'elle peut toujours générer des Hunt Marks, donc ça en fait une carte qui reste très intéressante. Elle va être moins problématique, moins broken, mais sans pour autant devenir une mauvaise carte injouable, et donc c'est un changement intéressant à mon avis les amis. Peut-être que la carte reste un petit peu trop forte quand même, surtout pour une carte commune, hein, ok, mais c'est un changement qui est quand même intéressant parce que voilà, on va pas détruire la carte, on l'affaiblit et il faut tester pour voir ce que ça donne. Ok.
Ensuite, le Grey Hunter Pack Leader, il est où celui-là? C'est le drop 3 qui booste les autres troupes. Cette carte-là, elle est juste trop forte et malheureusement, elle reste trop forte, les amis, parce que son effet de férocité, il a été changé. Au départ, il donnait plus 3, plus 3, plus 4 et maintenant, il donne plus 3, plus 3, plus 3 à la place. Franchement, ça change pas grand-chose. Un point de vie en moins, ouais, ok. Ça change vraiment pas grand chose à mon avis. Cette carte là reste extrêmement forte. Donner plus 3 plus 3 plus 3 à une troupe alliée instantanément comme ça pour 3 énergies. Je suis désolé mais ça reste extrêmement fort. Donc cette carte là, bon, elle a été un petit peu affaiblie mais pas assez à mon goût, ok. Elle n'a pas suffisamment été affaiblie à mon goût, il me semble. Ensuite, on va regarder Logan avec sa carte spéciale, Tiernak et Fenrir. Alors cette carte, elle a reçu pas mal de changements du coup. Elle avait Stealth au départ, elle ne l'a plus, elle a Camouflage à la place. C'est un gros changement ça les amis, parce que Stealth rendait la carte complètement intouchable au moment où elle arrive en jeu et donc elle pouvait ensuite attaquer au tour d'après. Et avec le combo dont j'ai parlé tout à l'heure avec Rolf, elle pouvait faire une quantité monstrueuse de dégâts. Donc le combo avec Rolf a été nerf, d'accord. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah oui, d'accord. Le combo avec Rolf a été nerf, d'accord, mais la carte en elle-même a été nerf également. Elle ne va plus pouvoir se cacher totalement lorsque l'on va la jouer. Elle va avoir camouflage. Elle va avoir camouflage, donc indépendamment du fait qu'on a d'autres troupes en jeu ou pas. Ça a été changé aussi. Ce qui veut dire qu'on va pas pouvoir la hard remove avec un stratagème, mais on va pouvoir l'attaquer. Elle a 0 en range attack, donc on va pouvoir l'attaquer et la détruire quand même assez facilement. Il faut lui faire les 9 points de dégâts, ok, mais comme elle a 0 en range attack, de toute façon c'est gratuit de l'attaquer, donc c'est une carte qui va être beaucoup plus facile à gérer qu'auparavant. Et après, son effet de strike, il a été changé aussi. Au lieu de se soigner de 2, elle se soigne à présent de 3. Donc un petit buff qui fait plaisir pour compenser un petit peu de la perte de son effet de stealth et aussi du buff avec Rolf. Mais cette carte-là, à mon avis, elle devient quand même assez faible. Ça peut être intéressant toujours de la jouer pour un coût assez réduit et peut-être de la planquer derrière un Vanguard ou autre, ou de lui augmenter ses stats avec un autre effet de pack, d'accord. Mais voilà, c'est une carte qui va absolument devoir être jouée différemment, elle ne pourra pas être posée sur le terrain juste comme ça. Camouflage c'est cool mais c'est pas stealth, elle va pouvoir se faire attaquer, il va falloir la protéger cette carte là si on veut s'en servir correctement. Donc voilà les amis, un changement intéressant, mais peut-être que cette carte là devient un petit peu faible, je sais pas, il faut voir, il faut tester pour voir ce que ça donne. La perte de stealth c'est quand même pas rien, donc il faut tester, il faut voir pour vraiment sentir si cette carte devient trop faible ou pas. Alors, un changement intéressant les amis, attention, attention, le Wulfen Pack Leader qui était complètement broken avec ses 7 points de dégâts directement pour 4 énergies avec la carte qui retourne dans le deck, etc. Donc ça a été changé, ça a été réduit de 2, je crois qu'elle faisait 5 et 7 dégâts, maintenant il ne fait plus que 3 et 5 dégâts. Et c'est un très bon changement à mon avis les amis. Cette carte-là, elle était beaucoup trop forte. Elle reste forte, d'accord, 5 dégâts comme ça directement sortis de nulle part sur un ennemi aléatoire et la carte qui repart dans le deck par la suite. Ça ne change pas, d'accord. Ça reste un effet qui est très sympa, qui n'est plus complètement broken comme avant, qui reste très fort. La carte n'a pas perdu son identité avec son effet de férocité qui va faire une sorte de mini hard removal, et donc c'est un très bon changement à mon avis. Voilà, la carte reste forte mais elle n'est plus broken, son effet fonctionne de la même manière. Je pense que c'est un très bon changement pour la faction les amis. Voilà. Ensuite on a le Wolfguard Headtaker. Alors il est où? Il est juste au-dessus, il est là. Petite carte très sympa à jouer en early game qui avait des stats de 4, 2, 4 et qui est passé à 3, 2, 3, d'accord. Donc des stats qui sont quand même beaucoup plus faibles. Ils auraient pu laisser le point de vie à 4, ça m'aurait pas posé problème. De baisser le point d'attaque en mêlée c'est cool parce qu'elle tapait quand même un petit peu fort par rapport à son coup et par rapport à tout ce qu'elle fait cette carte là. En plus elle a pack, donc de toute façon ses points de vie, ses points d'attaque elle va pouvoir les augmenter, ok. Elle a perdu également un point de vie, donc elle va pouvoir être gérée plus facilement. Ça reste une carte intéressante à jouer, qui a des stats qui sont pas trop dégueu non plus, surtout de manière offensive, puisque elle a pack, donc elle peut booster ses points d'attaque, ok. Et elle va toujours mettre dans notre main un Hunting Wolf.
Donc c'est une carte qui reste intéressante les amis. Et on a d'ailleurs le Hunting Wolf qui a été changé du coup. Ce Hunting Wolf il a perdu un point d'attaque. Ça reste la même carte avec férocité qui attaque une troupe ennemie aléatoire qui n'a pas flying, d'accord. Sauf qu'elle va taper un petit peu moins fort. 2 dégâts pour une énergie, bah c'est raisonnable en fait, hein. Voilà, 3 dégâts pour une énergie c'est quand même vachement balèze. Donc là on passe à 2 dégâts pour une énergie. Moi, je pense que c'est beaucoup plus équilibré comme ça et je pense que c'est un bon changement. Il faut pas que ce genre de petite carte comme ça soit trop forte parce que, bah voilà, je veux dire, c'est pas bon pour le jeu en fait. On a une carte qui coûte pas cher, c'est une carte commune. Donc c'est une carte qui doit pas faire une quantité de dégâts astronomiques et donc 2 dégâts pour une énergie, bah je pense que c'est très bien. Celui-là il a été changé également à l'autre loup, il avait taille de 2, il n'a plus que taille de 1 maintenant, donc on peut le jouer en 2 exemplaires et non plus en 3 exemplaires, d'accord. Et il va gagner un petit point d'attaque de mêlée en moins s'il attaque une unité avec Huntmark. Il gagnait plus 2 au départ, il gagne plus 1 à présent. La carte a été affaiblie. Encore une fois, son identité reste la même. Ça reste une carte de gestion assez balèze malgré tout. Et donc pour moi, c'est un bon changement les amis. Et voilà, on a fait le tour des Space Wolves, donc pas mal de changements, pas mal de nerfs. Des nerfs qui sont parfois un peu légers comme ici, parfois un petit peu fort, mais je pense raisonnable comme pour ici, ok. Les cartes les plus problématiques ont été nerfs. Ça va rééquilibrer la faction, je pense que c'est une bonne chose à la fois pour le mode classique et aussi pour le mode escarmouche les amis. Cette faction reste très forte à mon avis, avec plein de troupes qui sont très puissantes en termes de stats, avec des effets de férocité toujours très intéressants, mais ça va être une faction un petit peu moins broken et donc ce qui va pouvoir donc rééquilibrer un petit peu les choses. Et donc je suis franchement pas mécontent de ces changements là les amis. Si on passait un petit peu aux Sisters les amis, on va passer aux Sisters et là on a un premier gros changement qui était nécessaire à mon avis, qui fait un petit peu mal mais qui était quand même nécessaire, c'est cette carte là, voilà, Sacred Rose. La carte qui invoque 2 Sacred Rose Sisters et qui leur donne flank si on a suffisamment de points de face, d'accord. Au départ, il fallait avoir seulement 3 petits points de face pour activer l'effet de cette carte-là et donner flank à nos Sacred Rose Sisters. Maintenant, il faut 6 points de face. Moi, je pense que c'est un très bon changement. Ça fait un petit peu mal, hein, parce que cette carte-là, elle est quand même beaucoup plus difficile à jouer maintenant, mais je pense que c'est un très bon changement parce que pour 3 points de face seulement, donner flank à nos 2 Secret Rose Sisters qui vont pouvoir se donner shield directement en arrivant en jeu, c'était à mon avis trop fort, beaucoup trop fort. Cette carte, elle était complètement broken, elle était très forte en mode classique et complètement broken en mode escarmouche parce que voilà, c'est très facile de gagner 3 points de face en mode escarmouche, donc c'est très facile d'avoir cette carte-là à son plein potentiel. On la joue, on gagne 2 points de foi supplémentaires avec nos petites sisters qui gagnent shield, c'est juste trop puissant. Et donc ça a été changé, elle reste très forte en mode escarmouche cette carte-là en réalité parce que 6 points de foi, ça reste quelque chose d'assez facile à faire, à condition bien sûr qu'on joue la carte relique pour gagner 3, et après les 3 autres, on peut les gagner assez facilement juste en priant avec notre commandant et en utilisant la carte défensive Secret Altar ou alors une carte de ce type-là, d'accord. Donc ça reste assez facile d'obtenir 6 points de face en mode escarmouche, donc cette carte-là reste très forte, ok. Elle va être plus difficile à jouer par contre en mode classique, mais c'est pas forcément dramatique parce qu'en mode classique on peut prendre davantage notre temps et on peut jouer cette carte un peu plus tard dans la game pour avoir nos sisters qui vont avoir flank, qui ne vont pas nécessairement devoir utiliser leur shield du coup à ce moment-là, mais qui vont peut-être pouvoir attaquer à la place, puisque la carte va arriver plus tard dans la game, donc on aura plus la possibilité de s'en servir pour faire des trades. Donc c'est un changement qui est quand même intéressant et qui était de toute façon nécessaire parce que cette carte était beaucoup trop forte. Voilà les amis pour le premier changement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme changement au niveau des Sisters? On a la carte légendaire Adélaïde qui a été changée un tout petit peu. Donc en fait, à la base, elle avait shield cette carte-là, et le shield maintenant, il est disponible uniquement lorsqu'on joue la carte et qu'on a déjà 6 points de foi au moment où on la joue, d'accord? Si on a 6 points de foi au moment où on la joue, la carte gagne flank et shield. À la base, elle gagnait uniquement flank, mais elle avait déjà son shield, donc en fait, ça change absolument rien. Ça change uniquement si on n'a pas encore nos 6 points de foi.
où à ce moment-là, la carte n'aura pas son shield qu'elle avait au départ. Donc on affaiblit un tout petit peu la carte, mais bon, en réalité ça change vraiment pas grand-chose. Ça reste une carte extrêmement forte, les amis, une carte qui va nous générer des points de foi et qui va nous servir de big flanqueur si on a déjà suffisamment de points de foi. Donc voilà, une carte, un petit changement mais qui change pas vraiment beaucoup. La carte reste très très forte. On a Hallowed Martyrs par la suite, une autre carte légendaire qui a été changée. Elle se trouve ici à présent. Donc là, en fait, on a un changement qui, à mon avis, n'était pas nécessaire. Cette carte-là à 4 énergies, pour moi, elle était très bien comme ça, parce que, bah voilà, on gagne cet effet de pénitence sur notre Warlord qui va nous permettre de gérer les troupes de l'adversaire beaucoup plus facilement, leur infligeant des dégâts à chaque fois qu'on subit des dégâts sur notre Warlord. Donc, pour 4 énergies, enfin, voilà, je sais pas, pour moi c'était bien, je voyais pas vraiment d'inconvénient à ça. Peut-être que les développeurs ont estimé que la carte était trop forte en mode escarmouche, pouvant être jouée dès le premier tour quand on est deuxième. Je sais pas trop, mais moi, je sais pas. Moi, je trouve que la carte était bien comme ça. 5 énergies, ça la rend plus difficile à jouer. Est-ce que ça la rend injouable? Je pense pas. Mais pour moi, c'était pas nécessaire. Voilà. Pour moi, c'était pas nécessaire de faire ce changement-là. La carte était très bien comme elle est. Voilà, c'était pas nécessaire. Petit changement au niveau de la carte légendaire dont on a parlé, la carte pardon défensive dont on a parlé juste avant, Sacred Altar, qui est passée à une énergie. Pourquoi je ne la vois pas? Voilà, elle est passée à une énergie la carte. Donc elle coûtait 0 au départ pour donner un shield à une unité alliée et gagner un point de foi. Elle est passée à 1. Moi je trouve que c'est bien. Ça fait, voilà, c'est plus gratuit. On est obligé de s'arranger avec son énergie pour pouvoir jouer cette carte en plus au moment où on la veut. Donc moi je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Elle était peut-être un peu trop forte cette carte-là en coûtant 0. Le fait de coûter 1, ça l'a ralenti un petit peu, donc je pense que c'est une bonne chose. Ok, je pense que c'est un bon changement. La carte reste très forte, elle va juste être un tout petit peu plus lente, un tout petit peu plus compliquée à jouer, donc ça change pas grand chose en réalité, mais c'est un changement qui va dans le bon sens. On nerf un petit peu la carte sans pour autant changer son identité, ce qu'elle fait, donc je pense que c'est pas mal. Et on termine avec le talent de Erika. Alors là par contre, je sais pas si c'est un bon changement ça, parce que voilà, on a tout simplement perdu l'effet de stun qui se déclenchait quand on avait 9 points de foi. Donc Erika devient tout de suite beaucoup moins intéressante, beaucoup moins forte. L'effet de stun, il était quand même assez balèze. Peut-être trop balèze effectivement dans certaines situations contre certains commandants et tout, mais le fait de l'enlever, Erika perd quand même une partie de son identité. Elle est toujours capable de faire ses 3 points de dégâts pour 2 énergies, donc c'est cool. Mais ça paraît peut-être un petit peu faible maintenant. C'est un peu faible comparé à ce qu'on avait avant. Mais ça reste un talent très intéressant. 3 dégâts pour 2 énergies, c'est quand même vachement bien. Donc bon, ok. Il faudra tester pour voir, mais j'ai peur que Erika devienne peut-être beaucoup moins forte en fait qu'avant et qu'elle soit plus trop jouée. Le fait que ce soit le warlord de base de la faction fait que c'est pas dramatique finalement parce que bon voilà, le fait que le warlord de base soit le warlord le plus fort de la faction, c'est un peu bizarre à la base. Donc maintenant peut-être que ça va devenir Aveline ou Morvenval, sûrement Morvenval qui va être le warlord le plus intéressant de la faction. Donc dans ce sens-là, pourquoi pas. Mais bon, voilà, c'est un gros changement. C'est vrai pour le coup vraiment un gros changement. Erika perd un effet intéressant qu'elle avait. Voilà, il faut voir si Erika reste forte ou pas. Moi j'ai peur que ça la rende un petit peu inutilisable, enfin un petit peu trop faible, le fait de ne plus avoir cet effet-là. En plus, il faut 5 points de foi pour avoir les 2 dégâts, ce qui est beaucoup, hein. Il a été signalé par d'autres joueurs que lorsque Erika est arrivée dans le jeu au départ, elle avait exactement ce même talent-là, mais pour 4 points de foi seulement. Elle est encore moins forte qu'au moment où elle est arrivée dans le jeu. Donc bon, voilà. À tester pour voir, mais j'ai peur que ce soit un changement un petit peu trop fort et que Erika soit plus trop jouée, elle soit plus aussi intéressante qu'avant. Voilà les amis, c'est un changement qui est pas très beau à voir, mais bon, c'est comme ça. Elle était peut-être un peu trop forte Erika, il fallait faire quelque chose. Il faut tester pour voir si ça fonctionne. Ok les amis, on a fait le tour des Sisters, donc des changements plutôt intéressants dans l'ensemble, surtout celui-là qui était nécessaire à mon avis.
Donc cette carte-là ne va plus être aussi broken qu'avant et ça c'est cool. Changement à ce niveau-là, ça change pas grand-chose. Le problème principal avec cette carte-là, c'est qu'elle est beaucoup trop forte en fait avec flank et avec shield quand on a 6 points de face, ce qui peut se combiner à la perfection avec Rite of Restoration. Donc je veux dire, jouer comme ça, c'est vraiment beaucoup trop fort. Donc il aurait peut-être fallu toucher un petit peu soit à l'interaction entre ces deux cartes, soit au côté flank, augmenter le nombre de points de foi dont on a besoin peut-être pour activer le flank. Cette carte-là reste extrêmement forte. Voilà les amis. Bon, des changements sympas, peut-être qui ont, comment dire, à part le changement sur Sacred Rose et le changement sur Erika Luminas, les autres changements n'ont pas énormément d'impact à mon avis. Est-ce que ça va être suffisant pour diminuer la force des Sisters en mode escarmouche? Je sais pas. En mode classique, je sais pas non plus. Il faut tester pour voir. Peut-être que ça va être plus compliqué en mode classique de jouer des Sisters. En tout cas plus compliqué que ce que ça va devenir en mode escarmouche. On va tester pour voir ce que ça donne, mais voilà, les changements sont pas non plus dramatiques, donc les Sisters sont toujours jouables. Voilà, il faut voir maintenant ce que ça donne. On va tester, à mon avis les Sisters vont être toujours jouables, hein. Je vais les jouer de mon côté aussi. Je vais continuer à jouer Aveline parce que j'avais bien aimé cette saison, et je pense que ça devrait pas trop mal fonctionner. On termine rapidement avec les Necrons les amis. Voilà, donc Imhotep a été touché, non pas Imhotep lui-même, mais des cartes que Imhotep va jouer, en particulier Immortal Pride, qui lui donnait un point d'armure et qui réduisait son talent de 1, ça marche avec tous les Warlords, mais ça marche beaucoup mieux cette carte-là avec Imhotep qu'avec les autres Warlords, donc c'est un nerf qui s'adresse principalement à Imhotep, hein, c'est une évidence. Donc cette carte-là, elle coûtait 6, elle coûte 7 à présent, elle coûte vraiment très très cher. Ça permet en mode escarmouche de ne pas pouvoir la jouer au tour 1, au tour 2 à 6 énergies, donc ça se comprend de ce point de vue-là, mais en mode classique, c'est une carte qui devient vraiment très chère et qui va peut-être devenir très difficile à jouer. Voilà pourquoi on pense que ces changements-là s'adressent davantage au mode escarmouche parce que bon, on a vu déjà pas mal de choses à ce niveau-là, mais là en plus, cette carte-là devient très compliquée à jouer à mon avis en classique parce qu'elle coûte très cher, alors qu'en mode escarmouche, bon bah voilà, on pourra plus la jouer au tour 2, on pourra la jouer au tour 3, c'est plus compliqué aussi, mais c'est clairement un changement qui vise à affaiblir cette carte dans ces conditions-là. Donc voilà les amis, pour le mode classique c'est dommage, cette carte-là va être beaucoup plus difficile à jouer, Imhotep va être affaibli, il faut voir si Imhotep continue à être joué, je pense que oui, parce qu'Imhotep est très fort quand même, hein, même avec cette carte qui coûte 7 à mon avis, il va être un petit peu plus fragile peut-être, un petit peu plus lent, mais bon, voilà, ça va, il va pas non plus être complètement broken, il va falloir tester pour voir, mais ouais, cette carte-là coûte assez cher maintenant, donc voilà, c'est comme ça les amis. Et l'autre carte qui a été changée, c'est le Damage X Mark qui a perdu un petit point de vie. C'est un changement intéressant, je trouve, parce que... Alors non, attendez. Elle a perdu un point de vie, cette carte-là, et elle a changé, son effet a été changé. Le fait qu'elle perde un point de vie, s'il y avait que ça aurait été un changement intéressant, parce que ça affaiblit un petit peu la carte, ça ne enlève pas son identité de gros finisher, mais ça va faire qu'elle va pouvoir attaquer en fait une fois de moins, puisque au bout de 2 attaques sur le warlord de l'adversaire, elle va mourir, ok? Sauf que ils ont aussi changé son effet qui, au départ, attaquait... Ah non, attends, il a vraiment beaucoup été changé, parce que il me semble que cet effet-là, auparavant, disait « attaque by itself », d'accord? Attaque de lui-même. Ce qui veut dire que cette carte-là allait viser essentiellement le commandant de l'adversaire, sauf s'il y avait une unité adverse qui pouvait être détruite par une attaque de celle-ci, puisque comme cette carte a l'effet Destroyer, elle est obligée d'attaquer les unités qu'elle peut détruire. Et donc en fait ça a été changé, puisque maintenant la carte attaque un ennemi aléatoire, et un ennemi aléatoire qui a la santé la plus basse. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ok les amis, donc ce que ça veut dire tout ça, ça veut dire qu'en fait, si l'adversaire a une troupe en jeu, qui a, on va dire, je sais pas moi, 9 points de vie au pif, et que le warlord adverse il a 15 points de vie par exemple, et bien le damage X-Mark qui attaquait à ce moment-là forcément le warlord de l'adversaire, et ben ne va plus le faire. Elle va maintenant attaquer
un ennemi aléatoire qui a la santé la plus basse, et donc elle va attaquer préférentiellement finalement les unités de l'adversaire si elles ont moins de points de vie que le commandant de l'adversaire. Et donc ça, c'est un changement qui est assez sévère en réalité pour cette carte-là, parce que elle perd son identité, elle perd son IA, hein, sa façon d'attaquer, qui allait privilégier les attaques sur le Warlord quand il y avait des troupes en jeu qui étaient trop puissantes. Et donc là, maintenant, ça va plus être le cas. Cette carte va être obligée d'attaquer les troupes de l'adversaire qui sont trop puissantes, à condition tout de même que celle-ci ait des points de vie inférieurs au commandant de l'adversaire, mais c'est ce qui va arriver la plupart du temps en réalité, et donc c'est une carte qui devient assez faible en réalité, hein, d'accord. Ça va être beaucoup plus compliqué qu'avant de réussir à finir le commandant de l'adversaire avec cette carte-là. Ça va être très facile à contrer, il suffit de mettre une unité en jeu, et c'est fini. Alors qu'auparavant, il suffisait aussi de mettre une unité en jeu, mais il fallait que cette unité-là, soit elle est Vanguard, soit elle est qu'elle soit suffisamment basse en point de vie pour que le Damage X-Mark n'ait pas le choix de l'attaquer avec son effet de Destroyer. Donc là, tout ça, ça a été changé. Elle a toujours son effet de Destroyer, mais ça a un petit peu moins d'importance qu'avant. Ça va toujours fonctionner de la même manière, ok? Mais ça a un petit peu moins d'importance qu'avant, puisque maintenant, cette unité-là va nécessairement attaquer les troupes de l'adversaire, puisque les troupes de l'adversaire vont, la majorité du temps, avoir plus de points de vie que le commandant. Donc voilà les amis, par contre, il me semble que si c'est le commandant ennemi qui a moins de points de vie, cette carte-là va forcément devoir l'attaquer, même s'il y a des unités ennemies avec Vanguard, puisque là on a une attaque random, alors qu'avant on avait une attaque by itself, si je dis pas de bêtises, et donc elle tape automatiquement sur les unités avec Vanguard s'il y en a. Ça va plus être le cas maintenant, donc c'est une carte qui change, voilà. C'est vraiment un changement dans la manière de fonctionner de la carte. Il va falloir l'utiliser différemment, mais elle va être aussi plus compliquée à utiliser, je pense, j'en ai peur. Après, c'est une carte qui était très forte, donc ça peut se comprendre qu'on cherche à la changer, mais je pense que le point de vie en moins, c'était suffisant. Voilà, pour réduire son potentiel d'attaque, c'était suffisant. Alors après, il y a toujours le risque avec Ramatek que cette carte puisse attaquer un nombre de fois important, puisque Ramatek peut lui donner un point d'armure, ok. Et donc peut-être que c'est à cause de ça que les développeurs ont décidé de changer aussi son effet. Je sais pas trop. Mais en tout cas, la carte va être plus compliquée à jouer. Et voilà les amis pour les changements au niveau des Nécrons. Et voilà, on a fait le tour les amis. J'espère que ça vous aura intéressé tout ça, que ça vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, ces changements. Est-ce que ce sont de bons changements pour vous? Est-ce que vous êtes content, pas content? Ok. Est-ce que vous allez jouer les drones? Et oui, parce que les drones sont vraiment sur le devant de la scène là maintenant. Ils vont devenir très très forts à mon avis. Il va falloir les jouer les drones, hein, vraiment avec Homesos et tout, en mode escarmouche et en mode classique. Les Sisters, bon, ça va, ça change pas grand chose à mon avis. Enfin, bon, elles restent assez fortes les Sisters, ok. Les Emperor's Children, j'ai hâte de les rejouer du coup en mode escarmouche. Est-ce que j'ai un deck? Non, j'ai pas de deck, je dois me créer un deck, mais c'est pas grave. On va les jouer en mode escarmouche, ça va être sympa. Et voilà les amis. Et écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que ça vous aura intéressé tout ça, que ça vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter, à vous abonner. N'oubliez surtout pas de vous abonner les amis, très important. Et voilà les amis, le bilan de la saison arrive très prochainement sur la chaîne avec les decks que j'ai joués lors de la saison, principalement en mode classique. On va parler de tout ça dans une prochaine vidéo. Et en attendant les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao ciao, portez-vous bien, à la prochaine et Juganon out.